Bien, bon, on va démarrer. Donc, bienvenue pour cette dernière session du comité de suivi du projet des Monts-Roussillon. C'est donc la dernière cet après-midi de 2 à 4. Donc, toujours pareil, hein, des présentations que vous pouvez interrompre à tout moment pour discuter. Vous avez déjà, je pense, vu le format. Nous allons donc faire cet après-midi suivre une présentation un peu plus longue que les autres du travail de Synapse sur la plateforme web de concentration et de valorisation des données que Jean-Baptiste va nous présenter. Et ensuite, je dirai quelques mots donc de la poursuite des travaux là sur 2021. Et puis des questions délivrables aussi. Et puis on pourra discuter, bien sûr, de toutes les questions, soit sur des sessions antérieures que vous pourriez avoir, qui vous seraient revenues en tête, soit d'autres questions qu'on n'a pas réussi à aborder. Juste avant de donner la parole à Jean-Baptiste, je voudrais juste repréciser qu'il y a des travaux de certains des partenaires du projet qui n'ont pas forcément été présentés. C'est pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, c'était juste parce qu'on a essayé de présenter quelque chose de pas trop pénible et important à suivre en visio. Donc je pense notamment à tout le travail qu'a réalisé l'équipe de Philippe Pesard de Géosciences Montpellier sur la réalisation des diagraphies de différents types, mais qui ont été utilisés. Et bon, on les a pas forcément systématiquement cités, mais bien sûr, tous ces travaux-là ont été intégrés. Je pense aussi à BRL Ingénierie, qu'on a cette fois-ci un peu plus formellement cité à l'occasion. Et également, parce qu'on en a reparlé en fin de matinée ce matin, l'intervention effective et importante dans le programme, dans le projet du personnel des syndicats des nappes et du syndicat des bassins versants de la Tête, qui sont à la fois présents, à la fois qui interviennent. Là, on a actuellement, bon, Grégoire, je crois que normalement on va se joindre à nous cet après-midi, mais Grégoire Nadal du syndicat mixte des nappes nous aide dans le suivi, par exemple, des essais de pompage en cours à Poyestre. Et Florian était intervenu à l'occasion de la campagne de mesures sur la Tête. Donc voilà, pour remercier l'ensemble des participants et leur dire qu'on pense à eux, même si on ne parle pas spécialement de leur travail cette fois-ci. Donc je passe la parole à Jean-Baptiste, si tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la plateforme de concentration et de valorisation des données donc, du projet des Monts-Roussillon. Donc c'est une plateforme web qui a été mise en œuvre depuis 2018 et 2019, donc avec la mise en place d'un cluster de serveurs qui a été acheté et installé spécifiquement pour ce projet, également pour le projet des motos, qui est le projet jumeau sur les temps d'auto. Donc je vais vous faire une présentation qui va rappeler un petit peu les différentes étapes de construction de la plateforme et les différentes fonctionnalités que vous pourrez trouver dessus. Et après, je ferai une présentation plus interactive des éléments en direct sur la plateforme. Une manipulation en live des différentes interfaces. Donc vous retrouverez pas mal de choses dans la présentation qu'on avait déjà exposé l'an dernier, puisqu'en fait l'année 2020 a été plutôt une année de Allô ? Oui ? L'année 2020 a été une année où on a collecté les données en vitesse de croisière et on a également intégré de nouvelles données et quelques nouvelles fonctionnalités. Sachant que sur cette année 2021, on va avoir des chantiers sur les données elles-mêmes. Donc pour finaliser l'intégration des données, il y a pas mal de données encore à intégrer, des données historiques et des données temps réel, et puis finaliser les dernières fonctionnalités en regard des demandes des différents intervenants, partenaires et utilisateurs de la plateforme. Ok, je commence donc. Donc, je vais d'abord faire un rappel sur le contexte et les objectifs. Donc la plateforme web du démonstrateur, en fait, elle a pour but de concentrer les données en temps réel, que ce soit des données issues du projet, comme sur le site d'Emter ou d'Emmer, des données issues des différents
gestionnaires du territoire, donc des différents gestionnaires de l'eau sur le territoire, comme les données du syndicat des nappes de la tête ou du département. Elle a également pour but de valoriser les données et les travaux de recherche au travers de restitutions graphiques, la possibilité de télécharger ou de visualiser des résultats d'études. Et elle a également pour but de fournir des outils opérationnels aux gestionnaires que sont notamment le syndicat des nappes et le syndicat de la tête. Donc elle s'organise avec, vous voyez mon curseur là ? Donc elle s'organise autour d'une plateforme web ici qui permet de collecter des données, des mesures de sites, donc des forages, stations hydrométriques, stations piézométriques, et des sources de données externes également, donc comme Hades ou également la plateforme Ebo qui permet de collecter les données en temps réel des stations Vigicru. Donc il y a deux plateformes en fait qui ont été montées, une plateforme sur le site de production ici en haut et une plateforme de développement qui nous permet d'avoir une plateforme de prépublication, d'intégration et de test. Donc à l'état au début de l'année 2020, l'état des lieux de la plateforme, c'était un chantier, le premier chantier qui avait été finalisé donc dans le montage de l'infrastructure IT, et le chantier 2, qui est la plateforme de valorisation, donc la plateforme web elle-même, sur lequel on avait réalisé une première expression des besoins. Donc on avait formalisé ça dans des cahiers des charges et des cahiers de spécification. Une intégration des données sur la plupart des sites et une version 1 des premiers développements. Donc ici, vous avez le schéma de l'architecture technique de la plateforme qui montre les différentes couches réseau et matériel de la plateforme. Donc cette architecture, en fait, elle permet notamment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle permet notamment une haute disponibilité. Elle permet de monter une montée en charge dans la scalabilité sur le volume de données, et elle permet également de sécuriser les données, puisque les serveurs, les différents éléments physiques de la plateforme sont montés en cluster, et donc sous la forme de machines virtuelles. S'il y a un problème sur l'un des serveurs, la plateforme reste disponible. Donc là, voilà, vous avez une photo de la plateforme, donc ce qui a été monté dans le data center qui héberge les machines. Donc vous pouvez voir en haut les deux switches, puis les routeurs, en bas les différents serveurs. Donc il faut savoir que du côté Synapse, on a recruté un alternant ingénieur réseau, dont une des principales tâches a été la construction de cette plateforme. Donc, cette plateforme, comme je le disais, elle permet d'acquérir en temps réel des données. Donc, les données, elles sont en provenance de différents sites, de différentes stations et capteurs. Donc, comme les capteurs d'EMTER et d'EMMER, où on récupère de la piézométrie, de la température, de la conductivité sur des fréquences journalières. Donc là, on récupère tous les jours des fichiers de piézométrie, de température, de conductivité, et la fréquence des données elle-même, elle est de 10 minutes. J'avais mis 1 heure là. Et également, on récupère des données de conductivité et de température sur des capteurs qui sont
sur différents capteurs en profondeur, donc qui sont collectés à la fois par Imagio et par Chloé. Donc là, cette année, on a eu quelques soucis de collecte. Il y a du retard à rattraper, dû notamment au contexte particulier de cette année 2020. On récupère également des données, des stations embouchure et mer, donc les stations Nortec montées par le CFREM. Et le BRGM. Donc là également on a des données à rattraper et on a encore à finaliser la possibilité de récupérer ces données en temps réel. Donc c'est une discussion qu'on doit mener avec les différents intervenants qui manipulent ces données. Ensuite, le syndicat des nappes du Roussillon nous permet de récupérer les données piézométriques de leur station donc régulièrement. Donc on a des données qu'on récupère tous les 1 à 2 jours, et la fréquence de la donnée elle est sur 1 heure. Donc on a des données piézométriques de conductivité, de température et également les tensions batterie qu'on récupère sur ces stations. Et on récupère en termes de données hydrométriques, donc les données donc des stations Vigicru au travers de la plateforme Beau, donc qui offre une API à laquelle on se connecte tous les quarts d'heure. Et on a étendu les données donc sur le bassin de la Tête, le bassin du TEC, de l'AGDI et du REAR. Voilà, donc en termes de volumétrie de données, on a plus de 80 stations de mesure et 250 capteurs collectés en temps réel, des rubriques de données qui concernent à la fois du débit, de la hauteur d'eau, de la piézométrie brute et validée, des cotes NGF, des températures, de la conductivité, des tensions batterie. Voilà, sachant que les données brutes peuvent donner lieu à différentes rubriques, comme la piézométrie qui va donner des rubriques de cote NGF. Donc là, je rappelle en fait les données par grand groupe d'utilisation, par thématique d'utilisation. Bon là, il n'y a pas vraiment de nouveauté sur l'année 2020. Alors, j'ai un problème de visualisation sur cette voilà, diapo. Donc, on a donc enrichi l'interface, notamment sur la gestion du contrôle des couches, donc qui est plus ergonomique et qui permettra d'afficher les couches sur différents types d'écrans. On a également, comme je vous le montrerai tout à l'heure, intégré la BSS dans la plateforme avec des liens vers les fichiers Infoterre. On a également intégré les niveaux de référence pour tous les piézomètres du syndicat des nappes. Voilà, donc ça c'est c'est encore la même interface. Voilà, sur les éléments graphiques, on a également intégré. Donc ça c'était des choses qui étaient déjà intégrées l'an dernier. Donc voilà, on a intégré la possibilité pour les utilisateurs de gérer des favoris. Donc ça permet d'enregistrer une période et des rubriques, et donc de pouvoir revenir sur une présélection de rubriques. On a également enrichi les formats d'export, donc on peut exporter les données sous la forme d'un document Word, et on peut gérer également des bibliothèques d'export par utilisateur. On a également introduit la gestion fine de l'affichage des données par groupe d'utilisateurs, ce qui permettra d'ouvrir la possibilité d'ouvrir la plateforme au grand public ou à différents types de publics
en fonction des données qu'on veut montrer ou pas, en fonction des différents types de publics. Donc là, ça c'est un exemple de l'affichage des variations de la conductivité sur le site de Poyestre, donc sur l'année 2019. Donc ça, je vous montrerai en temps réel comment visualiser cette donnée. Voilà, donc les sites d'Emter et d'Emmer. Donc là, j'ai mis un exemple donc sur le site d'Emter. Donc là, on a de la donnée qui arrive en temps réel, de manière quotidienne. Sur Demmer, il faut réactiver la collecte en temps réel. En termes de valorisation, on avait déjà intégré la visualisation du modèle 3D réalisé par Géoterre. Donc la dernière version mise en ligne date de janvier de cette année. Donc elle correspond à ce que vous avez pu voir dans les présentations précédentes. On a également intégré les couches SIG, type de culture et irrigation issues des travaux de BRLI. Voilà, donc ce que je vous propose de faire, c'est de voir le fonctionnement de la plateforme en temps réel. Donc, je vais quitter le diaporama et puis je vais vous présenter le site tel qu'on peut le voir sur Internet. Ok, donc, alors, j'avais prévu mes onglets. Voilà, donc ici, vous avez la plateforme dont l'interface d'accueil est constituée d'un synoptique cartographique et sur lequel vous pouvez visualiser les différentes stations et capteurs visibles sur le territoire. Donc vous avez la possibilité de filtrer les stations par emprise géographique ou par thématique. Donc par exemple ici on peut filtrer les stations concernant les eaux souterraines, les piézomètres du syndicat des nappes principalement. Ou alors également les stations par bassin versant, les stations hydrométriques par bassin versant. Voilà. Donc cette interface, elle vous permet de visualiser les données donc sur une ou plusieurs stations en même temps. Donc là, vous avez les données, les dernières mesures relevées, et vous pouvez visualiser un graphique. Donc là, c'est sur l'année écoulée. Par défaut, on a pris une période d'un an. Ça permet de voir les variations sur la ressource ou sur l'hydrométrie. Donc ce graphique permet de naviguer après vers la page des graphiques que je vous montrerai tout à l'heure. Je vais rester sur l'interface du synoptique. Vous avez la possibilité donc d'afficher différentes couches SIG. Donc comme je le disais dernièrement, vous avez la possibilité d'afficher par exemple des couches externes comme la BSS. Et la possibilité évidemment d'interroger les points de la BSS et de basculer vers la fiche correspondante. Voilà. Ici. Voilà. En termes d'hydrographie, donc on a intégré les couches fournies par le syndicat de la tête, donc sur les cours d'eau et sur les canaux. Donc ça permet d'avoir ces informations-là directement disponibles. Voilà.
J'interviens juste pour Oui. rappeler, hein, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions, puisque là on passe sur les différents points. Et puis pour éviter qu'on sombre dans la sieste, n'hésitez pas à intervenir, poser des questions si vous en avez. Voilà. Également aussi, il y a la possibilité donc d'afficher les couches SIG issues des travaux de BRL dans le cadre des motions. Donc ça fait partie de la valorisation des travaux. Donc là, on peut afficher les différents types de cultures, voir les différentes zones d'irrigation identifiées par BRL. Également, tout ce qui est irrigation sous pression et irrigation gravitaire. Là, je réinterviens, pardon, pour Oui. peut-être solliciter Jean-Bertrand, pour savoir si éventuellement il verrait lui un intérêt d'afficher d'autres types d'informations sur cette plateforme qui seraient d'intérêt pour la Chambre, ou des cartes plus à jour. Je sais qu'ils ont fait des travaux avec le CESBio, ou bien sinon ça présente aucun intérêt parce que vous utilisez par ailleurs vos propres outils. Je crois qu'il est là, Jean-Bertrand, ouais. Donc je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Si tu entends, mais je crois que tu n'entends pas. Bon, semble connecté, mais il n'est pas connecté, Jean-Bertrand. Tant pis, tu peux continuer, Jean-Baptiste. Voilà, donc vous avez également des données de repérage comme les limites administratives et les limites des bassins versants. D'ailleurs, si voilà, on cherchait aussi à intégrer les limites du bassin versant des autres rivières, donc des autres fleuves comme la Gly et le Tech. Donc je lance un appel aux personnes qui disposeraient de ces données pour qu'on puisse les intégrer. Et donc également des données d'hydrogéologie, de géologie, donc qui est déjà présente l'an dernier sur la plateforme. Donc sachant que, comme je le disais, il va y avoir un chantier d'intégration et puis d'intégration sur les données les plus à jour issues des différents travaux. Voilà. Donc s'il y a des réactions sur cette interface, sur ces données? Non. Tu dirais qu'on est tout seul? Si, une petite. Allez, une petite peut déclencher une plus grande. Allez-y. Non, alors moi je rejoins le train en marche, hein, comme je vous le dis, je suis bien voisin par curiosité, donc c'est un outil qui semble formidable. Je voulais juste revenir à la base. Il a été l'expression des besoins est importante. Quelle est la finalité de l'outil? Quels ont été les besoins exprimés pour la construction de ce bel outil? Eh ben, je vais répondre en partie, et peut-être à Jean-Baptiste après. Les besoins, c'est les partenaires du projet qui se sont accordés sur l'intérêt de proposer une plateforme dans laquelle on pourrait valoriser toutes les données, à la fois les données qu'on a pu avoir à utiliser et qui nous semblent intéressantes par rapport aux problématiques traitées, de mettre à disposition via un portail dédié à un territoire, parce que il y a beaucoup de données là qui sont disponibles par ailleurs. L'idée étant d'avoir une vitrine territorialisée qui accède à toutes ces données, qui ne nécessitent pas un utilisateur de se connecter aux différentes bases. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on l'a construit un peu au fil de l'eau du projet, en essayant d'avoir des interactions qui ont été plus ou moins fortes suivant les moments avec des gestionnaires. Dans la mesure où on a 2 syndicats mixtes dans le partenariat, ça nous a aidé pour les thématiques qui intéressaient en premier lieu ces syndicats, pour le structurer, mais pour d'autres aspects qui sont présents dans la plateforme, on a fait un peu comme il nous semblait. Donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, et dans d'autres opportunités, on veut échanger avec vous et recueillir vos avis, parce que c'est bien pour une utilisation postérieure à notre projet qu'on a monté ce portail et qu'on aimerait qu'il puisse perdurer, quoi. Je ne sais pas si Jean-Baptiste, tu veux compléter. Je vais compléter. Oui, l'idée, donc comme disait Yvan, c'était de disposer d'une plateforme sur laquelle tous les partenaires et tous les acteurs du territoire puissent retrouver leurs données. On a étendu depuis le périmètre au département
des Pyrénées-Orientales, puisqu'on retrouve toutes les stations hydrométriques du territoire. Il faut qu'on rajoute encore des piézomètres. Martine va nous le rappeler probablement, mais on va le faire. Voilà, donc et comme disait Yvan, oui, c'était pour toi. C'est un outil qui s'est construit au fur et à mesure avec différentes interactions qu'on a eues avec les gestionnaires de l'eau sur le territoire. Là, on a en termes fonctionnels, on a deux fonctionnalités une fonctionnalité qui doit normalement, alors qui est en cours de construction, qui doit normalement sortir assez rapidement sur l'année 2021. Donc c'est l'interfaçage de la plateforme avec la plateforme ADES. Je reviens sur la présentation là du coup, avec la plateforme ADES du BRGM. Donc puisque les données piézométriques du syndicat des nappes sont intégrées dans la plateforme ADES, le syndicat étant contributeur à ADES. Et donc l'idée c'est de bénéficier de la plateforme à la fois pour intégrer les données, les valider et les téléverser sur ADES, et également pouvoir afficher des données en direct depuis les API fournis par ADES. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement actuel, et puis ça c'est le processus, la cible en fait qu'on voudrait atteindre. Donc on a déjà fait des développements dans ce sens, et on va faire une campagne de test là en collaboration avec le syndicat des nappes, avec Grégoire, et pour valider ça et améliorer évidemment l'interfaçage avec cette plateforme. D'accord. En fait, pour préciser peut-être ma réflexion, je me posais la question si c'était un outil destiné au grand public ou si c'est un outil de partage technique entre partenaires d'un projet. Alors, je vais répondre. Je dirais les deux, puisqu'en fait, c'est une des questions là. Ce qu'on aimerait faire, c'est ouvrir justement la discussion sur cette problématique. On a déjà discuté avec les différents acteurs territoriaux, donc pour à la fois collecter leurs besoins et puis prolonger cette plateforme après la fin du projet pour une durée qu'on veut la plus longue possible, sachant que il faut trouver des financements et puis pour financer l'exploitation et la maintenance de cette plateforme. Voilà. Et l'ouverture au grand public, c'est une des questions qui est pendante encore, et je pense que c'est quand même une des finalités de la plateforme. Tu veux compléter, Yvan ? Je complète juste en disant que on a sollicité des collectivités qui nous semblaient plus en prise directe avec ce qu'on fait dans le cadre de cette plateforme, donc pour discuter ces choses-là. C'est une discussion qui est en cours, et c'est aussi une discussion en cours de savoir quelle partie de cette plateforme sera en accès grand public. Mais pour nous, il semble assez évident qu'il y a une grande partie des éléments qui sont dans la plateforme qui seront en accès libre. Ça ne sera peut-être pas le cas de certaines données qui peuvent être confidentielles, comme la position précise, par exemple, d'un captage d'eau potable qui, comme dans n'importe quelle base nationale, pour des questions de plan Vigipirate, etc., ne peuvent pas être communiquées sur une plateforme publique, mais sur une plateforme publique, ou éventuellement des données de prélèvement que les gestionnaires préféraient garder plutôt que de diffuser pour éviter des malentendus ou un mauvais usage, des choses comme ça. Mais c'est aussi l'objet de la réunion et de la session d'aujourd'hui, de pouvoir échanger là-dessus avec vous, les participants à la session d'aujourd'hui, et recueillir vos avis sur cette question-là, quoi. Je vois une question de Monsieur Serge Herviou. Bonjour, je suis Serge Herviou, je travaille à l'agence d'urbanisme catalane qui s'occupe notamment de l'animation de l'observatoire de la côte sablaise catalane, l'OBSCAT, avec Provence Lanzelotti qui est présente aussi. Donc c'était juste une question sur donc vous avez parlé de la plateforme, et qu'en est-il des données? Est-ce qu'il y a des données qui sont prévues pour être versées en open data, et est-ce qu'il y a des flux WMS, ou des flux de données qui sont prévus pour l'utilisation dans d'autres outils? Jean-Baptiste?
Alors on a prévu sur toutes les couches issues du projet, tu m'arrêtes Yvan si je me trompe, la possibilité de télécharger donc que ce soit les résultats d'études et évidemment les couches au format shapefile. Alors les flux WMS pour l'instant il n'y en a pas de mis en place, donc ça c'est une question aussi qu'on peut mettre pour la suite, mais si on donne la possibilité de télécharger au format shape, il n'y a pas de raison pour lesquelles on ne pourrait pas mettre de flux WMS. Voilà, et par extension pour les données qui sont présentées, de données de piézométrie, de débit, etc., etc. Pour ce qui nous concerne, tout sera en téléchargement libre. Voilà. Sauf, encore une fois, si la collectivité ou le groupement de collectivités qui veut bien prendre en charge la maintenance, le financement de la maintenance de cette plateforme au-delà de la durée de vie du projet, souhaite limiter l'accès pour certains types de données. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. En tout cas, pour ce qui concerne les données, disons, physiques, et tout ce qui est produit dans le cadre du projet, comme on est tenu d'ailleurs de le faire, vu les financements qui nous ont été attribués pour pouvoir faire ce travail, tout sera en open data. Ouais. Open data, ou en tout cas en export libre. Après, les histoires d'interfaçage véritablement dynamiques avec d'autres types de plateformes, ça, je laisse Jean-Baptiste, il a déjà répondu d'ailleurs. Oui, oui. Après, il y a aussi les producteurs de données qui ont leur mot à dire, puisque tout à fait. Le syndicat des nappes, on avait parlé la dernière fois, envoie des données brutes sur la plateforme et souhaite plutôt mettre à disposition les données validées et pas les données brutes au grand public. Oui, absolument. Oui, c'est la problématique. Ouais, je précise la problématique générale, je pense, puisque pour ce qui nous concerne également, on préfère mettre des données validées pour éviter d'afficher des données avec des artefacts, des problématiques de mesure qui viennent polluer l'observation. Ça, c'est sûr. C'est ça. Enfin, si je peux juste rajouter, je pense que, on en discutera plus tard, mais je pense que l'objectif, c'est plutôt d'afficher des données qui sont en cohérence avec ADES et garder des données brutes avec un accès restreint, en définissant des codes aux personnes qui seront accréditées à accéder à ces données. Et on avait prévu également dans les données, il faudra en discuter avec l'agence, d'afficher les prélèvements à l'échelle communale. Donc que ce soit en dissociant prélèvement AEP et irrigation notamment, en mettant donc par commune les prélèvements qui sont faits en dissociant nappe Pliocène quaternaire, et ce qui permettrait de faire un historique après année à année par unité de gestion, le volume qui a été prélevé par commune, par unité de gestion à l'échelle globale de la nappe et par usage. Donc ça, il faudra obtenir les autorisations de l'agence de l'eau au préalable. Ben, on a l'agence de l'eau, je crois, qui est connectée en la personne d'Evelyne. Qu'en pense l'agence de l'eau? Tout à fait, je suis là, Yvan. Non, c'est des discussions qu'on va pouvoir avoir parce que c'est vrai que nous, on a des prélèvements annuels, mais qui arrivent un an après, donc voir comment on peut peut-être voir avec les collectivités si on peut avoir des résultats et des prélèvements annuels un peu plus rapidement dans l'année. Donc, c'est des discussions qu'on va avoir plus tard, ça, je pense. C'est sûr que l'intérêt principal pour moi de maintenir en vie cette plateforme, c'est que ça permet éventuellement justement ce genre de choses d'être implémenté dans la plateforme, parce qu'on sait que c'est des discussions qui prennent du temps, c'est pas évident. On a parlé hier matin lors de la session sur les usages de l'eau, des difficultés de mobiliser des personnes ou d'obtenir des données dans certains cas, et voilà, c'est une vraie problématique. Et le fait d'avoir une plateforme avec Synapse derrière qui est capable de faire des aménagements qui soient pas trop lourds évidemment, mais qui permettent de répondre aux besoins des gestionnaires et des utilisateurs, ça me semble intéressant. Voilà, s'il n'y a pas d'autres commentaires, tu peux continuer. Ouais, je poursuis donc du coup sur la présentation de la plateforme. Donc un des travaux aussi qui a été fait sur cette année 2020, ça a été l'intégration des niveaux de référence sur les piézomètres suivis par le syndicat des nappes. Donc ça permet de situer en fait la cote, la mesure par rapport à ces niveaux. Donc là, voilà ici. Donc vous pouvez voir donc
le rapport graphique sur l'année précédente, donc de mars 2020 à mars 2021. Donc avec la courbe principale qui est la cote NGF du piézomètre, et puis les différents niveaux de référence, donc maximum, vigilance, alerte renforcée et crise sur le piézomètre. Pardon, j'avais une petite question là-dessus. Oui. Est-ce qu'on pourra facilement faire des exports en JPEG ou autre pour intégrer ce format directement dans nos bulletins éventuellement Alors, il y a possibilité tout à fait d'imprimer ça, donc on peut l'exporter en PDF ou voilà, on peut exporter ça. Et on a la possibilité d'exporter, donc comme je le disais tout à l'heure, les données sous la forme d'un docx, donc d'un document Word. Donc là, export. Alors. J'espère que tu les galères. Bon, en attendant, enfin voilà, c'est vrai qu'idéalement, c'est vrai que nous, si on fait un bulletin, on va dire tous les mois ou tous les 2 mois, si on pouvait faire un export de tous nos graphiques d'un coup, avoir des images de chaque piézo, ce serait l'idéal. Ok, c'est noté alors. C'est noté. Ok. Donc sur cette interface, donc on a ajouté de nouvelles possibilités comme la possibilité d'afficher les données sous forme de tableau. Voilà. Également la possibilité de charger et d'enregistrer des favoris, comme je le disais. Donc là, par exemple, alors pourquoi donc alors, attendez, je vais dans la possibilité de charger les favoris. Pendant que tu cherches, Evelyne, petite question ou commentaire? Non. Tu avais levé la main. Non. Alors, donc, je reviens sur mon rapport. Donc, on a la possibilité, vous avez la possibilité évidemment de trouver, d'afficher plusieurs types de rubriques. Donc, par exemple, vous pouvez afficher de la piézométrie, mais également de l'hydrométrie. Si je regarde une station de débit. J'en étais sûr que tu allais choisir Flash sur tête, juste pour faire râler Floriane, quoi. T'exagères. Hein. Désolé, c'était pas voulu. Elle l'a dit qu'elle était foireuse. J'ai vérifié ce matin. J'ai vérifié. On récupère bien les données qui sont issues de Vigicru, sur Vigicru, la station. Alors c'est il sur tête. Je retrouverai la référence, mais les données sont en provenance de Vigicru, quoi. Du coup, ce qui m'embête, c'est que moi, par exemple, on les regarde sur HydroRéel, mais oui. qui faisait normalement partie aussi de la plateforme Hubo. Donc, et que ça provient de la même station, c'est la même sonde normalement. C'est pour ça que je ne comprends pas bien. Il faut peut-être se tourner vers le SPC pour voir ce qui... Oui. Si tu peux investiguer ça, Floriane, ça nous aiderait. Ouais, d'accord. Je vais leur envoyer un petit mail. Merci. Je vais les appeler, ouais. Parce que visiblement, cette station est importante. Oui. Voilà, donc voilà. Et après, donc vous avez la possibilité d'exporter, que ce soit au format CSV. Voilà, donc là, l'export est en train de se générer. Du coup, Yvan, c'est Evelyne, j'ai pas eu la réponse à ma question.
C'était quoi, pardon, excuse-moi, désolé Ouais. si on a loupé, dis-moi. Et par rapport au niveau piézométrique et aux différents niveaux de référence, on a une année, mais est-ce qu'on peut superposer, prendre plusieurs années? Ah ok, bah, je sais Oui. pas, je crois que tu avais parlé sans ouvrir ton micro parce qu'on n'avait pas entendu. Donc D'accord, Jean-Baptiste, excuse-moi. pardon. Ouais, mais pas de souci. Ok, alors du coup je finis juste, donc voilà, là c'est la possibilité d'exporter les données donc, au format CSV et comme je le disais tout à l'heure, au format dans différents formats Word. Voilà, et donc vous avez la possibilité d'exploiter les données directement dans Excel du coup. Si j'arrive à trouver mon Excel. Et donc la question d'Evelyne? Alors la question d'Evelyne, oui, c'est quelque chose qu'on a implémenté, donc qui fera partie de la prochaine version en fait, qui sera déployée. Donc c'est possible. Ça va être la possibilité, voilà, la possibilité de choisir par exemple l'année 2020 et puis de choisir l'année 2021 pour pouvoir les comparer. Merci. Voilà. Donc là sur cette interface, donc la possibilité également de visualiser les données alors je cherche mes onglets. La possibilité de visualiser les données des forages, donc des sites d'EMTER et d'EMMER en profondeur. Donc là vous avez des observatoires, voilà. Donc vous avez la possibilité de visualiser par exemple ici la conductivité sur l'année 2020, les variations de la conductivité en fonction de la profondeur. Voilà, donc sachant que sur ces types de données conductivité et température, il y a encore un effort à faire sur l'intégration de l'historique. Hein. Il y a de l'historique à récupérer et de l'effort à faire sur l'intégration temps réel, en fait, la récupération de temps réel. Voilà. Donc là, j'ai mis ici un zoom sur les sites, donc les sites d'EMTER. Donc vous avez la possibilité, pareil, de voir les mesures en temps réel sur les différents sites. Hein. Voilà, donc ça, sur ces 3 sites, on a une alimentation quotidienne. Donc tous les matins, on a des nouvelles données qui arrivent. Voilà. Donc vous pouvez évidemment vous connecter à la plateforme. Donc ça, pour ça, il faudra pour l'instant qu'on vous crée des comptes utilisateurs. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, je vous invite à revenir vers Yvan et moi pour vous manifester, pour savoir si vous voulez vous connecter. Et on vous créera un compte utilisateur qui vous permettra de vous connecter, de consulter les données. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour là sur. T'as fait le tour, Jean-Baptiste, ok. Fait le tour. Je finis sur les perspectives peut-être. Vas-y. Voilà, donc alors je repasse en mode présentation. Voilà, donc les développements réalisés en cours et à venir. Donc sur l'année 2020, on a donc intégré les niveaux de référence, la possibilité d'exporter les données forage, donc la matrice qu'on a vue en couleur sur la conductivité. Donc ce qui est en cours, c'est le calcul et l'affichage des données statistiques, hein, les moyennes, les mines, les max journaliers et interannuels. L'interfaçage avec les sources externes, EBO et HADES. Donc on avait évoqué à un moment donné la qualité des eaux souterraines, donc l'accès à tous les points de mesure du territoire, et les exports HADES, donc qu'il faut finaliser à l'aide de tests en collaboration avec le syndicat NENAP. Ce qu'il faut réaliser là, sur l'année 2020, donc c'est la mise à disposition des données, des travaux donc sur la plateforme. Donc, puisque maintenant on a des travaux et des données qui sont présentables et finalisées.
On avait évoqué également la possibilité d'associer des métadonnées aux données téléchargées pour donner un cadre en fait au téléchargement de données. Filtrer les possibilités d'affichage des données par type d'utilisateur. On a un chantier de finalisation d'intégration des données, donc à la fois sur les données historiques et sur les données en temps réel. C'est pour ça que je reviendrai vers certains d'entre vous pour ce travail-là, donc finaliser l'intégration des données. Et également, on a l'intégration de données externes, comme des données météo, dans la mesure du possible, des données géologiques, neurogéologiques, comme par exemple des coupes géologiques sur lesquelles on pourrait visualiser des images des coupes géologiques. Donc à partir de l'interface SIG. Ensuite, l'idée aussi c'était d'ouvrir la conversation et la discussion sur les perspectives et la pérennisation de la plateforme, notamment l'ouverture de l'outil aux différents acteurs et partenaires intéressés, l'ouverture de l'outil au grand public en sachant quel type de données on met à disposition, quelles fonctionnalités également on met à disposition. Est-ce qu'on donne la possibilité de visualiser seulement les données et de ne pas télécharger? Est-ce qu'on donne la possibilité de ne pas télécharger les données? Voilà, donc il y a des profils utilisateurs à définir. Et également la discussion doit s'ouvrir également sur l'exploitation et l'évolution de la plateforme après le projet. Donc pour en faire un portail, peut-être un fédérateur des données sur leurs ressources anneaux sur le territoire du département des Pyrénées-Orientales. Pour ça, il faut identifier les différents publics et trouver des financements et identifier un ou des interlocuteurs fonctionnels pour discuter avec nous en tant que constructeur de la plateforme, en tant qu'intervenant technique de la plateforme. Voilà, j'ai fini. Merci à tous pour votre attention. Très bien. Alors, prenons les questions, les commentaires, s'il vous plaît. Jean-Michel. Pense à brancher ton micro, pas comme Evelyne. Allô? Oui. Donc Jean-Michel, moi j'avais deux questions. Donc si vous pensez effectivement ouvrir la plateforme à un public de professionnels, bon moi ça me paraît pas souci. Si vous envisagez un peu de grand public, ça suppose quand même une cybersécurité bien travaillée. Donc qu'est-ce que vous avez de prévu par rapport à ça? Ça c'est ma première question. Et la seconde, quand vous dites effectivement il y a une notion de problème de financement en termes d'exploitation et de maintenance, ça démarre à partir de 2022 et en gros quel est l'ordre de grandeur de coût? Bien, question de la NASA, Jean-Baptiste. En termes de sécurité, de toute façon la sécurité elle est là, elle sera la même que ce soit pour des professionnels ou du grand public. On a un chantier sur la mise en place du HTTPS, donc HTTP sécurisé avec des certificats. Et l'accessibilité des données, de toute façon, elle sera donnée par profil. La plateforme est sécurisée puisque tous les serveurs sont derrière des pare-feux physiques et des proxys logiciels qui permettent de filtrer les différentes attaques éventuelles ou éventuellement le blocage des serveurs par ransomware. On peut imaginer plein de scénarios après sur les données elles-mêmes, si on met à disposition de professionnels et surtout à disposition du grand public, là il faudra bien identifier quelles sont les données qu'on va garder confidentielles. Je pense notamment à la localisation des captages EP par exemple.
et qui n'ont pas forcément vocation à être mis sur ce type de plateforme. Ok, c'est bien Jean-Michel, j'avais jamais eu une question comme ça, c'est pas mal. Je sais qu'il y a Octavien parmi nous, peut-être que Octavien, si tu as quelque chose à rajouter sur le sujet. Octavien, président directeur général. Et après, vous m'avez pas tout répondu là. Non, on va répondre, t'inquiète, on va répondre. Sur le coût de l'exploitation maintenant, c'est à partir de 2022. Bonjour Jean-Michel, je vais commencer par ça, du coup, continuer ta question avec une réponse. On a fait l'exercice pour un seuil minime des coûts d'exploitation de la plateforme qui se situe en dessous de 20 000 euros par an, qui permettrait déjà de conduire l'exploitation ordinaire, de faire des supports utilisateurs. Bien sûr, on était dans une logique où un premier cercle de gestionnaires professionnels serait autour de la plateforme. Après, en fonction des évolutions ou des travaux d'intégration, que ce soit en termes de périmètre ou de fonctionnalités, périmètre de données je parle, et des fonctionnalités, ça s'évalue au fur et à mesure sur des besoins très concrets en fait. C'est difficile de provisionner comme ça en amont, dire ça va coûter comme ça ce que vous allez nous demander. Donc on a pris la chose de manière un peu technique et par le bas, et on est arrivé à ces chiffres-là en intégrant la maintenance courante, support utilisateur et coûts d'exécution de la plateforme finalement. Courant électrique, transit IP sur Internet, etc., puis une partie d'administration courante de la plateforme et de la surveillance de données sur les dizaines de sites de télémesure actuels. Voilà donc Jean-Michel une réponse, si ça te convient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci bien. Méline. Voilà, c'est bon, j'ai mis le micro. Super. Et bonjour, Méline Laisson, région Occitanie. J'avais 2 questions. Voilà, donc la première, c'était justement par rapport aux applications qu'on va pouvoir en fait utiliser de cette plateforme. Si j'ai bien compris, donc il y a toute une présentation des données en fait en temps réel, via une présentation graphique qui vont être accessibles en fait aux gestionnaires et autres, si besoin. Et est-ce que aussi il y aura des développements qui vont être faits à partir du modèle hydrodynamique qui a été présenté ce matin? Donc vous avez parlé aussi de coupes géologiques. Est-ce qu'il y aura d'autres types en fait de développements justement à partir de ces modèles qui est assez riche, donc voilà comment il va être exploité en fait à la pratique, c'est ma question. Et est-ce que par exemple ce qui a été présenté hier matin concernant les besoins en eau potable pourrait être aussi mis dans ces plateformes par exemple? Et si ça rentre ou pas, parce que bon, il reste pas beaucoup de temps, on va dire, pour la fin du projet, est-ce que ça pourrait être fait justement dans les cadres des démos ou c'est des choses qu'il faut envisager en fait pour des projets futurs? Voilà. Alors, je vais répondre pour ma partie et Jean-Baptiste pourra probablement compléter. Donc, pour parler plus précisément des aspects géologiques, le visualisateur en 3 dimensions du modèle géologique qui a été montré par Jean-Baptiste pour l'instant, c'est vraiment juste une image avec laquelle on peut jouer pour voir les choses sur toutes les coutures et ne permet pas, on aurait espéré pouvoir aller beaucoup plus loin, mais malheureusement, c'est possible que dans le cadre de l'infrastructure proposée par la plateforme, on ne puisse pas aller plus loin. Nous, on est quand même en train de regarder, quand je dis nous, Bergem, on est en train de regarder avec des outils qui sont développés par le Bergem et via des API, s'il est possible éventuellement de faire mieux et de proposer l'accès au modèle via un autre moyen que la plateforme qui est là, mais qu'on pourra, le moment venu, si ça marche bien, relier. Et cette fonctionnalité-là pourrait éventuellement permettre de faire ces fameuses coupes et finalement valoriser vraiment le modèle géologique et les informations qu'il contiennent d'un point de vue géométrique, c'est-à-dire
connaître en un point précisément les profondeurs des différentes couches, par exemple. Ce qui va aussi être tenté, si je ne me trompe pas, Jean-Baptiste, sur le synoptique général, où peut-être qu'on aura la possibilité de pointer en un point de la carte pour avoir une information sur une profondeur à partir de cartes de raster des profondeurs des couches. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va tenter de faire, enfin Jean-Baptiste va tenter de faire. Donc, on va essayer quand même de valoriser la partie géologique. Pour ce qui concerne la partie modélisation hydrodynamique, en fait, on est un petit peu pour l'instant limité pour répondre parce que le travail est en cours. Et on sera probablement capable de voir comment valoriser le résultat suivant la qualité du résultat et sa forme finalement. Et donc aujourd'hui, on peut pas répondre. La finalité, évidemment, l'ambition initiale du projet, c'était bien celle-là, c'était de disposer de ce type de plateforme et de pouvoir y inclure le modèle en tant que tel, ou la fonctionnalité ou la possibilité de l'utiliser. Bon, c'est clairement quelque chose qui était trop ambitieux et qui ne sera probablement pas réalisé dans le cadre du projet. Peut-être quand même qu'on pourra valoriser, en tout cas c'est notre objectif, c'est notre souhait, valoriser au moins les résultats des modélisations sous la forme de cartes ou je ne sais pas, à voir encore comment est-ce qu'on pourra faire dans la plateforme. Donc il est probable que si on implémente, si on veut aller plus loin, il faudra essayer de le faire dans le cadre d'un autre projet, si on peut en avoir un évidemment, si on peut le financer. Mais je pense que dans la mesure où on finalise dans l'année la modélisation hydrodynamique et quand on voit quand même le temps que ça prend de faire ces intégrations de données, il y a un travail assez conséquent et important et long pour arriver au résultat qu'on a là qui, de mon point de vue, est déjà super. Imaginez finir le modèle hydrodynamique cette année et le valoriser sur la plateforme, je pense qu'on me prendrait pour un fou si je disais qu'on allait le faire. Pour le reste, Jean-Baptiste, oui. Tu peux répondre. Oui, mais je pense que ça a bien répondu. Donc sur l'intégration des modèles hydrodynamiques, je pense qu'on va être trop juste. Ce qui peut être par contre fait, c'est de mettre des cartes de synthèse ou des résultats synthétiques et accessibles aussi au plus grand public possible, parce que l'objectif de cette plateforme aussi, c'est quand même de diffuser de la donnée compréhensible par le maximum de personnes. Même si on s'adresse également à des publics experts, on vise aussi des différents types de publics. Sur les données géologiques, donc à minima, on avait parlé de mettre en fait sur la carte des traits de coupe déjà prédéfinis. Et donc sur ces traits de coupe, la possibilité d'avoir une image de la coupe géologique correspondante. Donc ça, c'est une des premières possibilités. Et je pense que c'est une des plus simples à mettre en œuvre. Oui, ça c'est facile. Ouais. Voilà, et qui permettra de voir un petit peu ce qui se passe dans le sous-sol à partir de la carte. La deuxième possibilité, c'était d'intégrer les différents de surfaces géologiques. Et de pouvoir interroger dynamiquement à partir de la carte en traçant un trait, que l'utilisateur puisse tracer un trait. Donc là, il y a plus de développement, donc c'est moins évident. Alors peut-être juste avoir les différentes profondeurs sous un point, ça c'est plus facile. Oui, non, mais je pense que c'est ça qu'on essaiera de faire. Tracer une coupe, non. La coupe en plus, je pense qu'on risque de montrer des choses fausses. Ouais. Donc juste pour préciser et compléter la réponse par rapport à ta question mailing sur les aspects qu'on a vus dans la session d'hier matin. En fait, de façon générale, il faut être clair, nous on a à chaque fois essayé de voir dans quelle mesure ce qu'on produisait était transférable et visualisable ou valorisable sur la plateforme. Et bon, parfois c'est faisable et c'est fait, parfois c'est pas si évident et ça prend plus de temps, et parfois on peut pas non plus. Synapse a un budget, disons, défini dans le cadre du projet, et moi j'entends tout à fait qu'ils puissent nous dire à un moment donné, non mais les gars, on se calme, je peux pas tout faire non plus, quoi. Et en fait, voilà, le choix a été là, et pour précisément concrètement ce qui concerne ce qu'on a vu hier matin, sache que c'est une discussion qu'on a eue aussi avec certaines collectivités, donc des syndicats et l'AGLO et le département. Et là, c'est quelque chose qui doit être discuté, je pense, aussi avec eux, de l'intérêt de visualiser ça ou de fournir cette information au grand public, ou bien de l'intérêt de la garder à l'usage des gestionnaires.
je pense que typiquement, c'est le genre de choses, imaginons qu'on n'arrive pas à le faire dans le cadre du projet, c'est typiquement le genre de choses qui peut être éventuellement négocié dans le cadre de la prestation de maintenance pour être implémenté. L'outil, enfin je veux dire, l'outil de calcul que l'on a produit existe. Finalement, ce qui va manquer, c'est simplement faire le travail technique nécessaire pour qu'il soit porté sur la plateforme. Et ça, si on arrive à le faire dans le cadre du projet, à la fois dans le temps et le budget imparti, super. Si on n'arrive pas, ben il faudra, et c'est bien pour ça qu'on cherche à assurer un frais comment dire, un budget de maintenance de cette plateforme, il faudra l'envisager ultérieurement. Et je précise pour ma part un truc qui n'a rien à voir, c'est que si jamais, parce que moi je vais probablement continuer à essayer de trouver des financements pour travailler sur ce beau territoire, vu l'investissement qu'on a consenti et le temps qu'on a passé dessus, et ben moi, si je vois que j'ai un projet et des financements pour pouvoir continuer d'alimenter cette plateforme, soit localement, soit globalement, ben je le ferai également. Et je pense que peut-être que les autres partenaires, s'ils y trouvent de l'intérêt, pourraient faire également la même chose de leur côté, quoi. Voilà, je dis ça en passant. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, j'aurais une remarque, un ressenti. Donc Sébastien Delmas au département, au SATEP. Je me pose la question en fait sur l'échéance d'intéressement. C'est-à-dire que pour les producteurs d'eau potable, donc on l'a vu, il y a eu des difficultés pour avoir certaines données. Peut-être un ressenti, mais qui est personnel, mais je pense qui est un peu partagé, c'est que les producteurs, les gestionnaires qui ont la tête dans le guidon comme tout le monde, forcément sur le papier, sur la théorie, trouvent ce projet hyper intéressant et c'est un outil d'avenir. Après, avec la tête dans le guidon, c'est difficile de s'y plonger. Un ressenti, ça pourrait être de se dire que dans le département, aujourd'hui, on a quand même de la ressource, donc on voit que par secteur, il y en a plus ou moins. Les maîtres d'ouvrage aujourd'hui sont essentiellement focalisés sur les économies d'eau, notamment avec les rendements de réseau. Donc je me posais la question de le jour où on aura globalement des rendements de réseau très corrects, est-ce que à ce jour, à cette échéance, ces gestionnaires ne vont pas plus se focaliser sur des outils comme celui-là par rapport à la ressource? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, c'est très simple c'est très simple. C'est beaucoup de temps, d'énergie, d'argent pour faire des économies d'eau, mais on se pose plus la question de comment faire des économies d'eau que plutôt de répondre pour baisser la demande en eau. Donc, est-ce que vous avez une idée est-ce qu'on sera à une échéance de, j'en sais rien, de 2025, de 2030, de 2035, 2050, où on aura globalement partout réalisé les économies d'eau, où on se posera plus des questions sur la ressource et sur son partage, à une échelle supra, bien sûr, pas sur des secteurs délimités, mais c'est ce ressenti que j'ai en ce moment. Donc quand on parlait de continuité de cet outil, je pense que bien sûr il faut qu'il continue à vivre pour mettre en avant ce qui a été fait et pour continuer de le développer. Mais est-ce que il sera plus intéressant entre guillemets dans 10 ans que demain, de manière très générale, hein. Merci pour la question. J'invite, s'il y a d'autres personnes qui ont un avis à donner là-dessus, à le donner. Moi, j'ai un petit peu du mal à répondre à cette question. Je crois que c'est pas forcément des choses qui sont totalement liées. Ce genre de plateforme, comment dire, moi j'ai le sentiment de mon côté également que ce genre de plateforme finalement peut susciter un intérêt à partir du moment où elle existe, mais qu'elle n'a pas été demandée spécialement, personne n'est venu nous voir pour nous dire faites une plateforme. Donc en fait on en a fait une parce qu'on trouvait que c'était une bonne idée et puis au final on l'a construite collectivement. On n'entend plus, Yvan. Parce que forcément les associés ils se disent ouais pourquoi pas finalement. Moi je suis quand même déjà relativement satisfait du fait que quand on a réuni des gestionnaires parmi lesquels tu étais, il y a eu un écho et un retour de leur part qui était plutôt positif en disant ouais pourquoi pas, effectivement ça peut nous intéresser de maintenir cette plateforme. Je trouve que c'est déjà quelque chose qui est positif par rapport au projet
puisque comme je répète, on ne nous avait pas demandé de le faire spécialement. Et donc voilà, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément complètement lié à des attentes locales, mais que d'un coup ça peut aussi devenir un outil qui devient intéressant, malgré tout. Et peu importe le timing. Par contre, ce qui est sûr, c'est que fin 2021, nous, on n'a plus de sous pour travailler sur ce projet, et que le 1er janvier 2022, si personne n'a donné des sous à Synapse, il disparaîtra. Et puis, bon, nous, on se sera bien amusé, mais c'est dommage, quoi. Je sais pas si tu as une remarque par rapport à ça. Ouais, moi, pour la Chambre d'agriculture, Jean Bertrand, moi, je trouve cette plateforme très intéressante. Moi, pour mon cas particulier, elle me ferait gagner du temps parce qu'aujourd'hui, des plateformes, il y en a plusieurs, en fait, des sources de données, elles sont multiples. Là, ce serait une plateforme unique, ça gagnerait du temps. C'est exactement l'objectif initial, hein, vraiment. Et je pense aussi moi, en termes d'usagers, ce serait une plateforme intéressante pour les gestionnaires d'associations de canaux et même pour des présidents d'ASA, pour suivre en temps réel l'état de la ressource. C'est pédagogique, c'est simple d'accès. À mon avis, ça rendrait des services et ça vaudrait le coup que quelqu'un vous donne des sous pour que ça devienne un outil pérenne. Et à mon avis, c'est vraiment utile. En tout cas, mais super, très bien. Ouais. Merci. D'autres commentaires? Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui n'est pas content là? Parce que c'est non, moi je suis content, mais donc oui, au syndicat d'ENAP, bon, j'ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on avait discuté. Allez, vas-y, parle. Et effectivement, nous, l'outil nous intéresse, effectivement, comme disait Jean Bertrand, pour l'accès, pour que tout le monde ait accès facilement à la donnée, c'est un point très positif. Et en plus de ça, nous, l'intérêt qu'on a directement, c'est que nos données seront recueillies sur la plateforme et elles seront en lien avec ADES aisément, alors qu'actuellement, ça nous prend à chaque fois des heures et des heures de traitement des données pour mettre en forme les graphiques. Hein. Donc tout ça se ferait de façon automatique. Donc on a tout intérêt effectivement à ce que la plateforme perdure, hein. Ça c'est certain. Donc on avait déjà commencé à parler effectivement des coûts de fonctionnement la dernière fois. Bon, c'est peut-être pas trop l'endroit pour en discuter, mais on se posait la question, voilà, est-ce que l'agence ou la région pourrait nous aider, pour aider les futurs potentiels structures. Oui, ça c'est le bon endroit. Voilà, oui, tout à fait. Evelyne. Est-ce que les structures, voilà, suivant la structure ou les structures, qui auront la charge de maintenir la plateforme à jour, est-ce qu'il pourrait y avoir des aides financières de l'agence de l'eau ou de la région? C'est toi, non, Grégoire? Oui, peut-être, mais bon. Non, après, voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas Hichem, donc le directeur du syndicat, pour en discuter. Mais voilà, est-ce qu'il est possible d'avoir des aides derrière pour maintenir tout ça? Moi, pour le département, vu l'intérêt que ça revêt et le coût de fonctionnement qui nous a été donné, nous, on sera partie prenante pour maintenir ce genre d'outils sur le territoire départemental sans problème, quoi. Je pense que voilà un engagement fort, super. Je suis juste technicienne, mais c'est clair que vu ce qui a été produit et fait, on ne va pas le laisser tomber comme ça, quoi. En tout cas, moi, dans les services techniques, je vais militer pour qu'on puisse apporter une contribution financière. Ok. D'autres commentaires? Evelyne, allez, t'as mis ton micro. Oui, j'ai mis mon micro. Pour moi, je ne peux pas me prononcer à l'heure actuelle. Oh, tout de suite. Bon, d'accord. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément l'endroit pour en parler, mais bon. Non, mais bien sûr. Mais ça vient de la discussion. L'idée de la discussion, et bon, moi j'en suis ravi, hein, vous en doutez, c'était justement de faire prendre conscience d'abord de ce qu'il y a dedans et de faire prendre conscience aux partenaires financeurs aussi de tout ce travail qu'il y a un intérêt local et une volonté locale de pouvoir utiliser cet outil et donc effectivement éventuellement voir les moyens d'accompagner dans la mesure du possible cette volonté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, je voudrais intervenir là parce que là, on est vraiment sur le sujet de la plateforme, mais on sait qu'il y a d'autres outils, piézomètres, etc., qui ont vocation à... qu'est-ce qui se passera au 31 décembre 2021 donc je pense que moi l'engagement je le revois à hauteur de tout ce qu'il y aura, quoi, et je pense qu'il faut que aujourd'hui on ait une espèce de document de synthèse en disant qu'est-ce qu'il y a à reprendre, quel temps ça prend, quelle manne financière ça a,
pour qu'en fait on se pose la question de façon globale sur tous les outils qui seront mis en place par démo et pas qu'on traite d'un coup la plateforme, d'un coup le modèle, d'un coup voilà. Je pense qu'il faut qu'on présente à la fin du projet ou même dans 2-3 mois là quelque chose d'un peu global sur les outils et le suivi post 2021 quoi. Ouais, ça y est, tu me donnes le boulot déjà. D'accord, mais ok, effectivement, ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut demander de réaliser à Jean-Baptiste parce que de toute façon, lui, sachez qu'il y a des demandes pour mettre dans la plateforme, il y en a une pile comme ça. Hein. Donc clairement, je sais déjà qu'il va commencer, à un moment donné, il va falloir que lui fasse le tri effectivement entre ce qu'il est capable de réaliser Synapse ou pas dans le cadre en partie du projet. Et tu as raison, Martine, c'est important de savoir dès aujourd'hui et non pas à la fin du projet ce qui sera dedans, ce qui n'y sera pas, de manière à ce que vous puissiez en gros payer sur la base de quelque chose que vous aurez effectivement et non pas quelque chose qui serait potentiellement à faire. Donc, non, c'est pas ça que je disais aussi. Je disais pardon. par exemple, il y a les piézomètres d'EMO, d'EMTER, il y a les il y a d'autres choses dans le démo, mis à part la plateforme qui nécessite un suivi, il y a peut-être d'autres outils qui doivent être aussi pérennisés après fin 2021. Ah, ok, pardon, j'avais mal compris. Donc, J'ai compris maintenant. De dire nous si on monte entre guillemets si on monte au créneau, si on fait des demandes aux élus dans le cadre du post démo, il faudrait que ce soit une demande globale en disant ouais, tu as raison. Ok, j'ai compris. Alors juste avant de donner la parole à Mailing, j'ai compris ce que tu veux dire et je vais donc répondre à ça. Effectivement, et ça rejoint une question différente, peut-être c'est celle de Mailing, j'en sais rien, mais il y a un certain nombre d'investissements qui ont été consentis, donc par exemple les observatoires, par exemple cette plateforme, par exemple les outils de suivi qu'on a présentés hier après-midi, l'instrumentation à l'embouchure, absolument François, qui ont été pour lesquels il y a eu un investissement et pour lesquels on doit réfléchir à leur vie après le projet. Et donc là, on est en train de travailler sur ces questions-là. Je dirais qu'aujourd'hui, on a la plateforme est quand même un des investissements pour lesquels on a besoin d'avancer un peu plus pour être sûr de pouvoir faire quelque chose. La réunion d'aujourd'hui me donne bon espoir qu'on va y arriver. Pour ce qui concerne les autres investissements, on a aujourd'hui plus ou moins des solutions qui nous semblent viables pour leur pérennité. Donc, par exemple, pour ce qui concerne les observatoires, on prend un peu le temps, puisqu'on a un peu le temps, et c'est justement l'objet de la discussion de cet après-midi. Les observatoires, il y a des mesures de pression, conductivité, température dans les piézomètres en flûte de Pan qui sont faits par des appareils pour lesquels le syndicat mixte des nappes, donc Grégoire Hichem, se sont engagés à assurer la maintenance post-projet. Il y a une problématique spécifique sur les observatoires géophysiques Chloé Imagéo, résistivité, température, qu'il faut que nous on tranche, nous BERGM. On est en discussion avec des structures d'observation de l'université de Montpellier sur ce point-là particulier. Ariane, si tu veux, je vois que tu es par là, si tu veux compléter, n'hésite pas. Et pour ce qui concerne... Voilà. Pour ce qui concerne les dispositifs de suivi à l'embouchure que mentionnait François, je crois avoir compris effectivement aussi que le CEFREM, l'Université de Perpignan, était prêt à assurer la maintenance du matériel. Donc voilà, de notre point de vue, on a, je vois Frédéric qui lève la main, très bien. On a quand même quelques assurances que, et en tous les cas, c'est bien, ça fait partie de nos priorités que d'assurer le futur de tout ce matériel. Donc maintenant, je donne la parole dans l'ordre Mailing, et peut-être après Ariane ou après Fred, suivant ce qu'il y a à dire. Oui, bonjour, très court, parce que je vois que toi tu as bien complété, Yvan, et je pense qu'Ariane aussi il va compléter. En fait, c'est vrai que la région, depuis les débuts du projet, s'est souciée en fait du devenir de ces équipements. On a échangé à plusieurs reprises déjà avec le BERGM sur ces sujets, parce qu'il y a des Roussillon, il y a aussi des motos. Donc, les deux représentent un gros investissement pour la région et pour l'État. Au niveau équipement. Donc, ce sont des sujets qui ont été déjà discutés en fait de longue date. Tout à fait. Même au niveau gestation, au moment de la gestation, on va dire, du projet en 2015, si ma mémoire est bonne, on travaillait, on discutait déjà sur ça. Donc, après, j'espère que les discussions que tu as entendues aujourd'hui te rassurent vis-à-vis de la plateforme, au moins. Voilà, après à la plateforme, justement, c'est un point qu'il fallait, je pense, un peu discuter davantage. Mais voilà, après, on peut tout à fait, échanger avec vous au niveau cofinanceur, justement, pour
pour voir où on en est par rapport à la reprise des équipements. Hein. Ça, c'est, la région est tout à fait prête. Je pense que l'État, c'est pareil, pour échanger avec tous les cofinanceurs au niveau financement, fonctionnement et au niveau équipement également. Que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. Ariane, merci. 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 Tu as dit beaucoup de choses. On pourra, pour répondre à la demande de Martine, remettre sur une page, sur une synthèse de ce que ça devient après. On a des échanges avec le Conseil régional et de DESERTE aussi là-dessus. On a déjà fait des notes qu'on peut repartager du coup avec tout le monde. Mais sur la pérennité des investissements, là on a le fonctionnement ensuite, mais tout ne sera pas rangé heureusement. Tu as fait la liste. Les forages, il y a d'abord les carottes qui seront remises aussi et conservées à la carothèque du BRGM, alors qui est à Orléans, mais qui est quand même conservée, référencée, mise en ligne, accessible pendant des années gratuitement par tout chercheur qui voudrait y faire des prélèvements. Donc c'est déjà une pérennité. Les forages, tu l'as dit, les stations d'Emmer et d'Emter, le syndicat intégrera ça dans son réseau et le BRGM aussi va mettre un budget interne pour pouvoir maintenir ces équipements parce que à notre niveau, on considère que ce sont des observatoires assez exceptionnels qu'il faut pérenniser, valoriser. Comme il y a quelques observatoires en France, comme aujourd'hui la Fontaine de Nîmes, on continue de la suivre. Donc on mettra un budget aussi interne pour assurer la maintenance et continuer le minimum d'acquisition de données. Ça, c'est une version minimale. Ensuite, effectivement, les stations littorales, je crois que c'est François qui a réagi, sont transférées au CEFREM. Et on a fait en sorte d'acheter tout le matériel pour qu'il y ait 6 ans de maintenance, je crois, avec les batteries, que ça puisse continuer d'être pérennisé. Et il y a encore mieux, c'est qu'il y a la thèse qu'on a évoquée hier qui permet justement, une fois de continuer le travail d'exploitation. Donc ça, les stations vont aussi être perdurées au niveau du littoral. Et sur Thau, sur le forage profond aussi, c'est un autre cadre, mais il y a nous-mêmes au BRGM, on va investir un petit peu d'argent pour continuer de suivre le forage profond. Il y a plus de questions sur la vise. Et puis la plateforme informatique, c'était la partie peut-être un peu plus compliquée parce que ça dépendait de la discussion qu'on avait aujourd'hui. C'est vrai que c'est une question qui est posée depuis longtemps, mais tant qu'on ne voit pas ce qu'il en sort, c'est compliqué pour chacun de susciter, de dire son intérêt. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a bien avancé. Pour nous, elle doit servir aux syndicats, à vous tous sur le territoire. Donc il faut qu'on affine comment, en pratique, on fait durer ça. Mais je suis déjà très contente aussi d'entendre qu'il y a de l'intérêt. En prenant un peu de recul aussi, je connais pas beaucoup de sites en France où on a un croisement de données opérationnelles de cette dimension-là. Plusieurs types de données, pas que sur l'eau, et il me semble vraiment riche et à conserver. Voilà. Merci. Et on vous fournira effectivement peut-être une note pour que ça puisse être mis dans un cadre global pour voir que c'est effectivement, Martine, si tu demandes de l'argent du CD66 sur la plateforme, on va montrer que le BRGM investit sur le forage et que d'autres investissent là-dessus. Voilà. Que tout le monde y met des efforts pour que ça donne de la cohérence. Ouais. C'est ça. Merci. Okay. Frédéric Bouchette. Juste, donc pas sur tous les sujets, mais uniquement sur le système d'acquisition d'Emmer pour le coup. Donc j'ai entendu ce que tu disais à l'instant, juste avant Ariane Blum, sur le fait qu'il y avait un flou, ou pas d'ailleurs, et que vous aviez discuté avec l'Université de Montpellier. Alors je suis Université de Montpellier, donc j'aimerais que tu itères là-dessus et que tu précises, puisque là il y a toutes les parties prenantes. Et ensuite j'ai entendu Ariane dire que de toute manière c'était réglé, et que c'était géré par le syndicat avec un financement BRGM. Et ça, c'est important pour nous de savoir où ça en est, etc. Parce que j'ai participé à aucune discussion, j'ai eu aucune info à ce sujet, pour savoir si nous, on met des moyens ou pas, dans la mesure où, étant l'universitaire et l'argent arrivant de l'État, selon le dispositif mis en place, on engage des fonds ou pas. Voilà. Donc j'aimerais profiter de cette réunion pour savoir qu'est-ce qu'il en est in fine de la valorisation de Emmer, qui évidemment nous intéresse sur le plan relation aquifère littorale, au plus haut point. Ouais, juste je commence et puis Ariane tu compléteras. J'ai été général un peu parce que c'est des choses qui sont en discussion, donc c'est normal que le discours soit pas calé. Donc vas-y Ariane, peut-être tu as l'information. Oui, pour dire que tout n'est pas figé, hein. Donc pour rassurer Fred, sur les stations d'Emter, on avait échangé en début d'année avec le syndicat pour
effectivement rassurer la région, ce qu'a dit Meiling, pour montrer qu'il y avait un engagement, un intérêt dans la durée à reprendre les stations. Mais je parle de la maintenance des stations. Leur utilisation, c'est l'affaire de tous, et nous ici. Et l'idée aussi est de l'étendre à d'autres partenaires qui ne sont pas aujourd'hui autour de la table et qui pourront venir aussi faire de l'expérimentation sur ces stations. Donc peut-être, alors désolé, c'était pas clair Fred, mais il n'y a rien de figé. Vraiment. En fait, parler vraiment de la maintenance, il y a un moment, il faut quand même quelqu'un qui va faire de la maintenance et payer l'électricité. Absolument. Si l'université veut le faire, c'est très bien aussi. Mais justement, c'est ce que j'essaie d'éclaircir. C'est ce que j'essaie d'éclaircir en fait d'une manière ou d'une autre, puisque nous, on a un intérêt évident pour ce type de station qui est extrêmement. Bon, vous êtes plusieurs à l'avoir dit et c'est une réalité. C'est un très bel endroit pour essayer de comprendre ces relations-là. Et puis, bon, c'est pas tous les jours qu'on fait des trous de cette nature. Hein. Donc, vraiment super, bravo pour ça. Moi, je suis très satisfait. Et maintenant, vraiment, vu qu'on est très intéressé par la pérennisation de ça, on est des interlocuteurs attentifs et effectivement, on a la possibilité de mettre des moyens propres sur une opération comme ça. Mais par contre, je ne sais pas où l'université est intervenue et à quel niveau et entre quelles personnes très concrètement. Mais on va dire les acteurs concrets sur ce genre d'activité à l'université, elles n'ont clairement pas été consultées. Donc voilà, j'ai interpellé pour savoir où en était la discussion. Après, je n'ai aucune velléité particulière. Que ce soit X ou Y qui gère, je m'en moque au dernier degré. Mais par contre, ce que je veux savoir, c'est comment me positionner là-dessus. Voilà. Alors, je pense qu'il y a deux niveaux. Ce dont on parlait, c'était vraiment, il y a un moment donné, on achète un équipement et du coup, il y a un propriétaire. Ouais. Et aujourd'hui, les forages, c'est pour des raisons de logistique, au début du projet, le BRGEM a géré quand même tous les investissements. Je ne vous cache pas que ça n'a pas toujours été simple et ça a été beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, concrètement, on est propriétaire. Donc la première question, c'était de savoir qui continue de gérer en tant que propriétaire de chaque équipement et de payer le minimum pour que les données continuent d'être acquises. Donc là, c'est vraiment BRGM pour les stations et après pour les stations littorales, c'est le CEFREM aussi. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, exploiter et continuer d'accéder, ça c'est l'affaire de tous. Donc c'est ce qu'on va travailler là, on continue de travailler cette année et qu'on va même élargir, hein, comme j'insiste là-dessus. Ça ne sera pas que ce consortium qui accédera. Donc juste pour préciser, parce que c'est moi qui d'abord je connaissais la position de Fred qui m'en avait parlé en amont, et c'est moi qui ai mentionné l'université, bon, pour préciser Fred, et pour être tout à fait clair, je faisais mention à un message que j'ai reçu d'Ariane qui me disait qu'il y avait des discussions potentiellement avec l'OSU. D'accord. Donc c'est là que je pensais que tu allais intervenir, Ariane. Mais en gros, je pense qu'on va pas passer trop longtemps là-dessus parce que c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Mais en tout cas, Fred, ce que je veux te dire, c'est que tout ça est encore flou parce qu'il faut qu'on précise et c'est mon boulot entre autres que de faire ça. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va caler une discussion que entre les personnes intéressées par cette affaire-là, pour préciser un petit peu le cadre et puis dire chacun ce que chacun est prêt à faire. Moi, j'ai bien entendu ta proposition et évidemment qu'on est tous preneurs d'avoir. De toute façon, ce qu'on veut, c'est assurer la maintenance. Donc, on va faire en sorte de le faire. Et c'est moi qui ai mis un peu le doute là en parlant de l'université parce que j'ai parlé de l'OSU, mais j'aurais probablement pas dû. Je te propose donc qu'on reporte ça de quelques jours, quelques semaines, on en reparle et on cale quelque chose de définitif entre, en gros, syndicat BRGEM, toi, enfin université, qui sont pour moi, en tout cas aujourd'hui, les partenaires potentiellement capables de contribuer à financer la maintenance des appareils. Et après, qui est propriétaire, ça, je sais pas. Après, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça a comme implication? François. Yvan, ouais, la question des OSU est peut-être importante. Je dirais il y a du court terme. À court terme, on peut se débrouiller, je dirais, entre nous là, à la suite du projet démo. Mais Montpellier fait partie d'un OSU, Perpignan fait partie aussi d'un OSU à Toulouse. Oui. Et si on veut pérenniser à long terme ces observatoires, il faudra que ça soit labellisé dans ces OSU, je pense, pour que nous, au niveau local, on puisse les vendre et puis demander des financements pérennes. Donc je pense que ça sera important de les afficher quelque part. C'est pour ça que je mentionnais cette affaire d'OSU, parce que moi je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense que, pour moi, l'idéal, il me semble, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Ariane, mais. Alors, il y a effectivement pour nous deux niveaux. Il y a une attente pour que ce soit affiché dans les OSU, et on est complètement en phase avec ça. La région de Désertel demande le souligne depuis un moment de manière tout à fait normale.
L'OSU, il y a l'OSU-OREM et puis il y a l'OMP. Enfin, il y a l'OMP, ensuite on a Toulouse. Dans l'OSU-OREM, à ce jour, le BRGM n'est pas partenaire ni l'UPVD. Donc, et puis, c'est une réalité. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, il y a des questions en arrière aussi qui sont en background de est-ce que le BRGM, de manière générale, intègre les OSU, qui sont des discussions aussi nationales qui ne doivent pas nous retarder. Donc, ce qu'on a discuté en début d'année avec la région et l'État, c'est de se dire, on a le projet démo qui est un vrai observatoire régional de nos compétences, de données de géosciences. On propose de l'afficher dans le portail des OSU, notamment dans l'OSU-OREM. Donc, on doit revoir Eric Servat à la fin du mois. Là, il y a une réunion qui est prévue pour au moins afficher des mots, c'est-à-dire savoir que ça existe. Au niveau de la donnée, il y a beaucoup plus de choses, il me semble, aujourd'hui dans la plateforme développée par Synapse que ce qu'on trouve dans l'OSU. Donc, ce qu'on a discuté avec Eric, c'est de faire des liens entre les deux, de ne pas créer un service supplémentaire dans l'OSU, et de bien afficher des mots dans l'OSU-OREM et de renvoyer vers les plateformes ou les bases nationales existantes. Et c'est dans cet esprit-là aujourd'hui que l'OSU-OREM est en train de devenir pour Muse et la Key Initiative Waters le portail de données, mais tout en se basant sur l'existant pour ne pas recréer, je ne sais pas si je suis très claire, mais pour ne pas recréer des bases et les multiplier, on va fonctionner en portail. Donc oui, on va afficher des mots dans les OSU, même si chacun n'en est pas membre nécessairement, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais on peut refaire un point vraiment consacré à ça entre chacun pour expliquer. Oui. Eric, on le revoit, Eric Servat fin mars, là, début avril, avec ses équipes techniques, pour voir comment créer au moins en visibilité les infos sur des mots. Et puis voilà, on échange au même moment, quoi. Donc Fred, est-ce que c'est bon, ça a répondu à ta question? Je vois que tu as la main levée encore ou... Oui, non, je l'ai relevé, mais non, oui, vas-y. Effectivement, il ne faut pas qu'on disserte là-dessus pendant 15 ans. Je pense que le point le plus important par rapport aux OSU, c'est de bien... Un produit qui sort de DEMMER, par exemple, mais c'est valable pour ce qu'a dit François tout à l'heure aussi, c'est un produit qui a une vocation appliquée et qui est au service des usagers et de toutes les personnes là, qui sont connectées, en tout cas une partie des personnes qui sont connectées. L'autre dimension de cette donnée, dans certains cas, et c'est le cas pour le coup de DEMMER, c'est qu'elle a un potentiel de développement R&D, de recherche même académique, qui est substantiel. Alors vous allez me dire, un projet comme Demo n'a pas de vocation académique au départ, mais on voit bien que dans Demo, l'académique sert directement certains développements appliqués, tant sur le plan technologique que sur le plan du développement des modèles, etc. Et donc ce que doit pouvoir faire l'OSU, si un organisme comme la région a bien ça en tête, c'est de pouvoir en fait mettre en valeur la partie R&D et académique des signaux qui sortent de DEMMER afin que la recherche puisse se faire sur cette donnée-là. Et moi, ce pourquoi je milite, c'est le fait que d'une manière ou d'une autre, l'OSU soit effectivement dans DEMMER, peu importe le propriétaire, peu importe, je m'en fous des affichages politiques et tout ça, je m'en moque au dernier degré, mais par contre que l'acte de récupération de la donnée et de regard sur l'évolution du dispositif, et c'est plus ça qui m'intéresse, hein, et sa pérennisation et la stratégie de comment le maintenir, etc., soit également discuté et choisi par les partenaires institutionnels comme les universitaires. Voilà. Parce qu'en fait, derrière, il en va de la quelque part de la véritable destination de l'observatoire. Voilà. Voilà ce que je pense. Okay. Merci. Bah, écoute, de toute façon, je pense qu'il faut on en rediscutera. Il va falloir que j'organise des discussions là-dessus pour pérenniser finaliser quelque chose qui ressemble au montage futur institutionnel et financier de maintenance de ces différents investissements et entre autres la plateforme dont on a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, soit généraux, soit sur la plateforme, soit sur d'autres sessions, avant que je passe à la conclusion de notre session avec 2-3 diapos et après je vous libère. J'ai une petite question, moi. Grégoire. Sur le site DEMMER, le forage le plus profond. Oui, bien. Oui, je vais en reparler. J'ai pas assisté à tout, donc je ne sais pas ça a été évoqué déjà, mais... Non, ça n'a pas été évoqué. Je vais en reparler tout à l'heure dans mes conclusions, mais je peux en dire un mot tout de suite maintenant, bien sûr. Si vous vous souvenez, sur le site DEMMER, on a non pas 4 piézomètres en flûte de Pan, mais 5.
le plus profond étant arrivant dans les formations du Pliocène marin sableux qui sont à plus de 200 mètres de profondeur. Il se trouve que malheureusement, lors de la réalisation de ce piézomètre, le foreur a oublié une canne qui permet de faire couler le ciment, ou en tout cas une partie de la canne qui permet de faire couler le ciment entre le tubage et la formation. Et cette canne, en fait, il semblerait, alors je ne sais pas si c'est la canne ou quelque chose que la canne a provoqué dans la structure du forage, mais malheureusement, ça a provoqué en fait que les observations qui sont faites dans ce piézomètre ne sont pas utilisables, dans la mesure où il suffit qu'on pompe même dans le quaternaire pour que ce piézomètre réagisse, ce qui veut dire qu'en fait il y a une connexion hydraulique qui se fait probablement le long du tube ou au sein même du piézomètre. Donc on a fait part de cette situation au foreur qui a réalisé le forage, qui est l'entreprise Massé Forage. Ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à refaire le piézomètre, ce qui pour nous est une bonne nouvelle, même si c'est pas évident parce que c'est à leurs frais. Et la difficulté dans cette situation, c'est que sans parler du Covid, pour faire qu'un foreur vienne faire un trou gratuitement, c'est quand même compliqué, vous vous en doutez. Donc, moi, je suis un peu dépendant du bon vouloir de cette entreprise de réaliser ce réalisage de notre piézomètre, mais d'après eux, ils veulent le faire. Maintenant, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, notamment vis-à-vis de la région qui est le principal financeur de ces opérations de forage. Il se trouve que dans mon budget utilisable par la région, il est possible que je n'ai pas utilisé la totalité de l'enveloppe de charges externes dont je dispose au titre de ce budget. Il faut que je vérifie exactement ça et quel est le montant. Et je voulais voir s'il était envisageable finalement d'aider à faible hauteur par rapport au travail que ça va demander aux foreurs de réaliser ce forage, d'aider en contribuant avec ce petit reliquat de budget qu'il faut de toute façon qu'on puisse, enfin il faut dépenser, c'est pas qu'il faut le dépenser, mais théoriquement on est censé dépenser, en trouvant le bon montage ou la bonne présentation de la dépense, par exemple en disant que c'est une opération collatérale de la réalisation des forages qui me permettrait d'aider ou de motiver le foreur à réaliser ce trou-là. Donc voilà, on en est là, Grégoire, pour te répondre. Ça me permet d'élargir la question pour dire j'ai un foreur qui veut bien reprendre le trou, alors pas assez frais en théorie, mais sauf qu'il traîne un peu de la patte et de lui donner un peu d'argent pour se lancer peut-être aiderait à la question, sachant que ça serait quand même super qu'on puisse disposer de ce piézomètre qui serait situé dans les formations du Pliocène marin sableux qui sont les plus profondes, quoi. Voilà. Ok, merci. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? On vous a épuisé, très bien. Je vais donc clore par mes deux petites diapos cette session. Donc je vous remercie de l'avoir suivi. On a quand même eu du monde à peu près aux 4 sessions de l'ordre d'une trentaine de personnes. C'est chouette, c'est bien. On a réussi à interagir pas mal. Encore une fois, on n'a pas tout présenté, mais il y a quand même l'essentiel de ce qui a été fait jusqu'ici. Il nous reste donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, moins d'une année maintenant, puisque c'est moins de 10 mois, même 9 mois de travail potentiel sur cette année. Et si je fais un petit peu la liste des choses que l'on doit évoquer d'ici la fin de l'année par grande thématique, ça se présenterait comme ce qui est vu sur la diapositive. J'espère que vous la voyez, oui. Donc, si je reprends un petit peu l'organisation des sessions entre hier et aujourd'hui, pour ce qui concerne les questions d'usage de l'eau, on a retenu des échanges d'hier que plus que d'utiliser éventuellement les outils qu'on a proposés ou qu'on a produits, il y a des attentes des collectivités pour que l'on les aide à finalement à alimenter leur cahier des charges de manière à favoriser le fait que des bureaux d'études ou des prestataires de services appliquent les approches ou les outils que l'on a développés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va probablement faire. Il faut qu'on organise éventuellement quand même une discussion avec Synapse pour voir dans quelle mesure on est capable d'intégrer une partie au moins des outils qui ont été produits dans la plateforme. J'y crois pas beaucoup, je pense que malheureusement on n'y arrivera pas, mais on tentera et de toute façon on fera cette liste d'outils qu'on pourrait imaginer rajouter.
Et enfin, pour ce qui me concerne en tout cas, j'ai noté qu'il y a un intérêt pour qu'on fasse un séminaire de discussion plus spécifiquement sur les problématiques de modélisation hydroéconomique et sur les choix qui sont faits dans ce qui reste un exercice malgré tout, hein, qui ne sera pas un outil opérationnel, mais qui me semble, moi en tout cas, très intéressant et qui visiblement a soulevé l'intérêt de votre part aussi. Donc pour ce qui concerne les usages de l'eau, voilà ce que je vois. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite pointer quelque chose dans cette thématique que je n'ai pas évoquée? Très bien. Pour ce qui concerne la question des liens entre hydrosystème et dynamique littorale, donc nous avons vu les présentations hier après-midi. Moi j'ai noté qu'il faut qu'on finalise le travail de modélisation sur comment le forçage littoral peut s'exprimer sur les aquifères superficiels, voire profonds, et donc avec une analyse de données, notamment des données des mers d'une part, et d'autre part un travail sur la bonne approche en termes de modélisation pour forcer finalement le modèle hydrodynamique sur cet aspect-là. Et puis sur les aspects dynamiques littorales, donc la poursuite de l'encadrement de la thèse de Florian que nous avons vu hier après-midi. Et puis éventuellement, si on peut, voir s'il est possible d'avoir une analyse sur cette question de l'impact de la dynamique littorale et fluviale, notamment en période de tempête, sur les aquifères superficiels et proches des cours d'eau. Ça semble être une question intéressante. Je ne suis pas persuadé qu'on aura la possibilité de la traiter à fond, mais voilà, on peut voir. Et s'il y a d'autres points sur cette thématique que vous souhaitez évoquer? Non plus. Très bien. En ce qui concerne les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de l'aquifère, donc juste je mentionne que bien sûr on a le travail de finalisation de la modélisation hydrodynamique qui va être le cœur de notre engagement, en tout cas cette année au BRGM. Il y a cette question de la reprise du forage d'NMR5, donc j'ai eu la question avant, du coup j'ai pu expliquer, je ne reviens pas dessus. Je mentionne simplement que sur la question des observatoires, on a aujourd'hui recruté un stagiaire de Master 2 avec Géosciences Montpellier, donc Philippe Pesard, pour travailler un peu plus finement à la valorisation des données sur DEMER et DEMTER et de leur couplage, enfin de leur comparaison ou combinaison avec les données des observateurs géophysiques Imagéo et Chloé. On commence à avoir une bonne année et un peu plus de données, ce qui nous permet de commencer à avoir des analyses qui tiennent un peu plus la route. Jusqu'ici, on était quand même plutôt dans l'acquisition. Et typiquement, pour revenir sur la discussion d'avant, ça montre vraiment bien que cet observatoire, en fait, il est en train de démarrer et que, enfin, ces observatoires sont en train de démarrer et que l'intérêt que va produire les données qui seront acquises au cours du temps ne va faire que grandir. Et donc du coup, on anticipe, en tout cas, on a envie, nous, de réfléchir à la possibilité de déposer un sujet de thèse à l'appel à projet de la région et puis aussi au BRGM pour le cofinancement sur spécifiquement ces questions d'observation au niveau des observatoires DEMER et DEMTER. Donc il y a des discussions également en ce sens pour ce qui concerne DEMER avec Frédéric qui pourraient aller dans le même sens, en tout cas via des stages. Voilà pour moi, pour ce qui concerne les aspects géologie et hydrogéologie. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Pas plus non plus, tout le monde fatigue. Et donc je termine sur les questions de plateforme de Follow-Roussillon. Donc on en a déjà beaucoup parlé, hein. On a la finalisation de tout ce qui manque cette année. On a bien noté, donc je ne l'ai pas noté là, mais je note que suite aux discussions qu'il y a probablement un besoin de faire un point assez rapidement sur ce qui sera, ce qu'on imagine pouvoir mettre dans la plateforme avant la fin du projet et ce qui n'y sera pas, de manière à ce que les potentiels financeurs qui s'engagent sur la maintenance future sachent à quoi s'en tenir. Donc on fera ce travail-là. Et donc on verra ensuite la question du financement. De manière générale, sur l'ensemble du programme, bien évidemment, cette année va être dédiée à la finalisation des livrables et des articles éventuels qui sont en cours de rédaction. Et puis on clôturera tout ça dans un séminaire que j'espère présentiel, voire même festif, fin d'année, début d'année 2022, suivant comment les choses se présentent.
Pour refaire un petit point sur cette histoire de livrable, 2 informations. La première, c'est que donc il y a une page web dédiée à ce projet sur le site du BRGM. Je vais essayer de voir si ça marche et si ça s'affiche. Sur cette page web, depuis le début du projet, on a mis des informations simplement descriptives sur le projet. Bon, alors je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. Alors, excusez-moi. Hop. Je vais prendre juste le temps de copier ce lien. Voilà. Histoire que vous voyez à quoi ressemble la page web. Bon, je suis comme Jean-Baptiste, je souffre de l'effet de démonstration. Très bien, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Si vous souhaitez cliquer, vous irez voir. Il n'y a pas grand-chose de particulier, hein, c'est juste une petite description du projet. Ce qu'il y a quand même d'important sur la page en question, c'est qu'on a mis donc une liste des livrables qui sont dus au titre du projet et que je reproduis là. Évidemment, ça va s'afficher maintenant. Ouais, bon, ok, toujours pas. Et donc cette liste de livrables, en fait, elle va ressembler donc à ça. Chaque livrable, au fur et à mesure où il sera produit, sera accessible par simple clic sur le nom. Donc vous aurez à la fois le numéro du livrable tel qu'il est répertorié dans l'annexe technique, ça c'est pour les gens qui cherchent plutôt un numéro livrable, et puis un peu évidemment de texte, un titre, et puis peut-être un mini résumé qui sera proposé pour chaque livrable, histoire que les gens sachent ce qu'il y a dedans. Ici, une petite illustration du degré d'avancement de la réalisation de ces différents livrables, sans rentrer dans le détail, sauf si vous avez des questions spécifiques. En gros, lorsqu'un livrable a été écrit, vérifié, relu, il est à 100% et il sera disponible sur la page web du projet dès la semaine prochaine pour ce qui me concerne, puisque c'est essentiellement mon boulot, il faut que je les mette là sur la page. Quand ils sont à 95 ou par là, c'est qu'ils ont été rédigés et simplement nécessitent que moi je fasse une relecture, moi ou quelqu'un d'autre, parce que j'arriverai peut-être pas à tout relire, pour une question de relecture de la forme, etc. Et puis également aussi pour une certaine homogénéité, pas de contenu, mais de messages et de tout ce qu'il y a dedans par rapport à ce qui est fait par ailleurs dans le reste du projet. Et quand on est autour de 70-75, c'est qu'il y a encore un peu de travail, et voire même 50 ou 25, ça c'est pour les tâches qui vont vraiment se réaliser cette année, donc au titre desquelles la modélisation hydrodynamique bien sûr, la modélisation hydroéconomique, et puis un rapport plus axé sur les questions de surcote événements extrêmes. Et puis il y a quelques livrables, alors je mentionne juste pour la mémoire qu'il y a certains livrables qui parfois ont été agrégés, parce qu'au départ on pensait faire 2 rapports, puis finalement il se trouve que ça finit mieux dans un seul rapport, donc ça c'est mentionné. Et certains des livrables, comme par exemple celui sur les analyses de consommation, soit ne seront pas proposés, soit seront proposés, mais avec des données sur un territoire différent, puisque on en parlait hier matin, malheureusement on n'a pas toujours pu avoir accès aux données, quoi. Voilà. Et pour ma part, c'était tout. Je ne sais pas pourquoi mon truc est bloqué. J'avais juste une dernière diapo pour vous demander si vous avez des questions sur ce que j'ai raconté. Je me suis amusé à mettre un masque sur notre logo. Voilà. Est-ce que... J'avais pas compris. Ah bah mince. Moi non plus, je t'avoue. J'ai pas repéré. Attends, quand même. C'est un masque, regarde. Ouais, maintenant que tu le dis. Ouais. Et tu veux que je mette des yeux, là, c'est ça qu'il te faut, là. Voilà, là c'est bien. Bon, on n'a pas envie de voir un masque. Vous avez des questions sur ce que je viens de vous raconter? Questions sur les livrables ou sur les perspectives de 2021? Non, moi j'ai pas de questions, mais je pense qu'il faut qu'on se voit maintenant à un rythme plus régulier que ce qui avait été fait l'année dernière, quoi, parce qu'en fait on a eu d'un coup on a beaucoup de réunions, après on n'a plus rien pendant quelques temps, et puis après on a de nouveau plein d'informations qui nous arrivent. Et comme là il reste pas trop longtemps, je pense qu'on peut essayer peut-être de se faire un rétro-planning avec une arrivée au 1er décembre en disant
le mois d'avril, il faut qu'on fasse ce type de réunion, j'en sais rien, sur la plateforme, sur le machin, qu'on ait un peu une vision globale là, des 6 derniers mois ou des 8 derniers mois qui restent pour le projet, quoi. Bien sûr, je vais essayer de faire ça. C'est pas des exercices faciles, on est toujours en train de courir derrière différents projets, hein, tu le sais Martine, mais ouais, j'entends. Voilà, j'essaierai d'avancer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir dans les 3-4 mois à venir, je vais faire en sorte de publier un maximum des livrables qui sont en 95, parce que là concrètement c'est vraiment moi qui les bloque. Parce que je n'ai pas eu le temps de faire la relecture finale, mais il y a une grande partie des livrables quand même qui sont déjà bien avancés et ne reste finalement que ce qu'on a évoqué au titre de la modélisation, soit économique, soit hydrodynamique, qui nécessite vraiment un travail plus important, quoi. Mais je pense que d'ici l'été, on devrait voir 2/3 des livrables publiés sur la page web. Alors je ne sais pas si vous voulez que je fasse de l'information lorsqu'elles sont publiées. Je peux très bien envoyer un mail général d'information pour vous communiquer que vous pouvez aller chercher sur la page web du projet les livrables qui sont produits. Je le ferai peut-être pas à chaque fois que je mets un document, mais peut-être que je peux faire un moment donné où il y a suffisamment de livrables pour que vous puissiez les récupérer. Quel format peut-être vous préférez? Il y a un peu 2 options, parce qu'il y a du travail un peu bilatéral selon les thèmes, on l'a vu. Est-ce que la demande, ce serait peut-être au mois de juin de faire, non pas 2 jours de séminaire, mais une demi-journée ou 2 heures pour expliquer où on en est très rapidement, et une autre réunion courte en septembre, ou ton attente, Martine, c'est plutôt sur certains sujets comme la plateforme, là, d'avoir des sessions de travail plus détaillées? C'est sur tous les thèmes, en fait. Donc il faut quelque chose de transversal encore. Je parlais pas que pour moi spécifiquement. Je pense que là, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de choses super intéressantes et Yvan a eu du mal des fois, mais il est très bien arrivé à garantir les 2 heures par session, mais on voit qu'on aurait pu en parler 3 jours. Voilà, donc peut-être à la lumière de ce qui a été dit là, lors des échanges, moi je parle par exemple le modèle hydrogéologique, là, enfin le modèle des consommations qui a été présenté. Moi, j'aimerais bien avoir d'autres choses plus un atelier. Alors peut-être il y a d'autres thématiques où il y a des personnes qui se sont aussi qui ont aussi dit qu'ils voulaient un atelier. Donc voilà, de dire voilà qu'est-ce qu'il en ressort au niveau des demandes, au niveau des ateliers, des réunions thématiques plus spécifiques à faire et d'étaler ça dans les 6 prochains mois pour qu'on n'en rate pas et qu'on partage le document et qu'on rajoute des choses et qu'on ait une trame un peu des 6 prochains mois ou des 8 prochains mois, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que construire ensemble, hein, c'est pas. Oui, bien sûr. Et un point global au mois de juin, ils vont en même cours pour dire on en est là sur l'avenir des investissements, le modèle hydrogéologique, les livrables, même quelque chose de, je pense que c'est important, qu'il y ait les 2 niveaux en fait. Très bien. Je vais essayer de répondre à toutes ces attentes. Pas de problème. Ouais. Juste une chose, Yvan, pour l'agence, ça serait bien que tu mettes un mail pour savoir quand les livrables sont sortis. Ça m'évitera d'en avoir 26 à relire à la fin. Absolument, Adeline. Je le note. Et où est-ce qu'on pourra récupérer les vidéos du webinaire? Parce que je vois que ça fait 30 heures que ça enregistre. Ouais, 30 heures de rush. Mais figure-toi j'ai débusqué à l'occasion de ce séminaire un excellent monteur de vidéos en ta personne. Donc, non, je rigole. Donc, on va faire des découpages par présentation là pour que les parties intéressantes et puis on va mettre ça sur la page web après. Bon, je sais pas si ça a un intérêt monstrueux. Je vais le laisser pendant un certain temps, je pense, parce que pour ceux d'entre vous qui éventuellement voudraient revoir des choses qu'ils n'ont pas vues, je suis pas persuadé que ça a un intérêt de le laisser ad vitam aeternam sur la page web du projet. Mais en tout cas, oui, ça va être mis à disposition et je vous informerai. Ok, merci. Merci. D'autres commentaires? Questions? Mailing. Moi, un commentaire, oui, d'une façon générale, je voulais vous remercier pour ces 2 jours de présentations. C'était très, très riche. Hein. J'ai appris beaucoup de choses.
Et voilà, je suis ces projets avec plaisir depuis déjà quelques années. Donc voilà, c'est ça, c'est félicité pour cet énorme projet. C'était vraiment très ambitieux et je vois que vous avez un peu réussi à avancer et à coordonner, à pouvoir travailler avec beaucoup de partenaires. En fait, des choses qui ça peut être un peu compliqué parfois. Et c'est tout. Et une petite parenthèse, on pourrait se voir après pour les histoires de prolongation du projet, Yvan, après la fin de... Oui, tout à fait. Pas de problème. On peut rester en ligne minutes, simplement. voilà. Bien sûr, pas de problème. Merci Voilà, en tout cas, Maïling, pour ton commentaire. Ça fait plaisir, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Quelqu'un d'autre qui veut être gentil? Ou c'est bon? Allez, je vais être gentil avec toi. Merci pour tout ce travail pendant 2 jours qui est très impressionnant et très fourni. Donc, merci. On est heureux d'être là et d'avoir participé. Moi, je suis